All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Lundi, le site Millennium a mis en ligne un petit compte-rendu de ce qu'il s'est passé au bar Citizen de Liège en Belgique. L'événement a été organisé par Commander Fran, une partie de l'équipe de Millennium s'y est rendue et ils ont pu interroger Dan Truffin, lead designer, et Ulf Kirchner, community manager. Et leurs réponses ont porté sur le minage, les mécaniques de ravitaillement, de survie et sur les plans de CIG pour leur communication avec la communauté dans le futur. Alors, à la base, je voulais vous parler de tout ce qu'il y a dans ce compte-rendu, mais le compte-rendu de l'interview est en français, ça prend 5 minutes à lire, les informations sont déjà synthétisées, les points importants ont été mis en gras. Si j'en parlais, ça serait juste lire ce compte-rendu en fait, il y aurait vraiment aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui est déjà écrit. Donc, autant que vous alliez directement le lire par vous-même. Et surtout parce que des rédacteurs d'un site francophone généraliste qui interviewent des employés de CIG et qui se déplacent jusqu'en Belgique pour ça, je pense que c'est assez louable pour que vous alliez voir l'article par vous-même et du coup leur donner un clic. Surtout qu'il y a des informations qui me semblent être totalement nouvelles, donc ça vaut le coup d'être lu. Le lien est dans la description, je vous encourage à aller le voir. Merci donc à Commander Fran pour avoir organisé cette rencontre, et merci à YZ, l'auteur de l'article, et à Millennium pour avoir réalisé cette interview. Le lore post de mardi présentait l'entreprise Dumper Depot. En 2875, Ezekiel Chikamoto est né sur Centauri 3 et a grandi dans une famille plutôt pauvre par rapport au niveau de vie sur la planète. Le goût d'Ezekiel pour le bricolage l'a très tôt amené à démonter les appareils électroménagers de la maison plutôt qu'à jouer à des jeux avec ses frères. En grandissant, il a pu aller dans une école privée, mais sa situation sociale moins bonne que celle de ses camarades a été remarquée et a fait qu'il a été assez exclu socialement. C'est seulement quand un de ses camarades, plus riche, a jeté son datapad en panne à la poubelle qu'il a pu avoir du matériel correct pour travailler après l'avoir récupéré et réparé. L'appareil haut de gamme réparé et l'argent récolté en vendant son ancien datapad lui a alors fait réaliser que les gens jetaient souvent n'importe quoi et qu'il y avait moyen de monter une entreprise autour de ça. Progressivement, Ezekiel s'est moins concentré sur ses études et a transformé sa chambre en entrepôt, réparant ce qui pouvait l'être et stockant ce qui pouvait pas l'être pour de futures réparations. En 2894, il a finalement abandonné ses études et a ouvert son premier magasin de quincaillerie et de réparation. Il a constaté que dans de nombreux magasins concurrents, le problème principal était l'attente du client entre l'examen de l'objet à vendre par le client, le diagnostic de son état, le marchandage, etc. Ezekiel décida d'établir des grilles de prix fixes et des prix de gros pour accélérer ce processus. Les vendeurs pouvaient toujours obtenir plus d'argent en vendant leur objet chez d'autres enseignes, mais Dumper Depot leur assurait de gagner du temps. Et la stratégie paya puisqu'il se retrouva avec énormément de matériel, de quoi réparer à peu près tout, ce qui en fit une des boutiques les plus actives de la planète. En 2902, un des premiers employés de la boutique a dû partir vivre sur Centauri 2 pour des raisons familiales et proposa à Ezekiel d'ouvrir une boutique Dumper Depot là-bas. Ezekiel accepta, à la condition que la nouvelle boutique garde les mêmes pratiques commerciales que la première. D'autres franchises ont suivi et toutes fonctionnent avec les mêmes pratiques commerciales et très peu d'hierarchie. Les boutiques vivent au jour le jour, comme des garages, et le seul maître à bord pour décider ce qui est mieux chaque jour pour chaque boutique, c'est le patron de chaque franchise. Finalement, au XXe siècle, les magasins Dumper Depot sont très courants et il est très facile d'en ouvrir un pour à peu près n'importe qui. Mercredi, Richard Tyrer, Chris Parry et Michael Piatek ont répondu à une série de questions des backers sur le système de statut du joueur. La nourriture et les boissons sont pour l'instant les deux seuls types de consommables qui seront introduits en 3.9. Ils auront différentes tailles et formes et pourront être obtenus et achetés à différents endroits. On aura des bouteilles d'eau, des boissons énergisantes, des burgers, des conserves et on pourra même manger certains fruits qu'on aura ramassés dans la nature. La diversité des aliments ne sera pas juste esthétique, ils auront aussi des apports nutritionnels différents que vous pourrez consulter via des petites icônes lors de leur achat. Certains aliments auront des effets secondaires temporaires, comme une régénération plus rapide de l'endurance, ou des malus comme une déshydratation accélérée. Vous pourrez là aussi consulter les effets secondaires des aliments lors de leur achat. Il y aura aussi des mots-clés dans le nom et la description d'un aliment qui permettront de deviner ses effets. Par exemple, une barre ou une boisson énergétique procurera un effet d'augmentation de l'endurance. Et ces effets seront bien sûr cumulables. Utiliser plus d'endurance augmentera la vitesse à laquelle votre faim et votre soif augmenteront. Donc courir et sauter partout ne sera pas une bonne solution sur le long terme. Il faudra aussi prévoir quoi stocker pour quelle situation de jeu, et vous pourrez lâcher des aliments au sol pour aider d'autres joueurs dans le besoin. Vous pourrez mourir de faim ou de soif, même si ça prendra quand même beaucoup de temps,
Ils sont encore en train d'équilibrer ça, mais ils parlent déjà de plusieurs heures de jeu entre 2 repas, donc probablement un repas par session de jeu. Et entre-temps, vous aurez des signes annonciateurs de votre état, comme la vue qui commencera à devenir floue ou l'endurance qui s'épuisera plus rapidement. Si vous vous déconnectez avec certains effets ou le ventre vide, vous réapparaîtrez dans le même état lors de votre reconnexion. Le café et l'alcool affecteront aussi votre état. On se doute bien comment, mais ils n'ont pas précisé si pour ça serait en 3.9 ou pour plus tard. En 3.9, seuls les aliments non entamés pourront être stockés, et seulement dans votre inventaire. La possibilité de stocker des aliments entamés et ailleurs que dans votre sac arrivera plus tard avec l'inventaire physique. Le vent pourra influencer le statut du joueur. Déjà, ça influencera la température du corps, dans certaines conditions, et ça modifiera les animations de déplacement en cas de vent violent. Tout comme il y a déjà des armures pour les environnements arctiques, il y aura des armures pour les environnements arides et volcaniques dès la 3.9. Et enfin, parmi tout ce qui n'est pas prévu pour la 3.9 mais pour plus tard, on a tout ça. Les lits médicaux ne pourront pas réduire votre soif ou votre faim en 3.9, mais c'est prévu pour plus tard. La fatigue et les maladies entreront aussi en compte dans ce système, mais plus tard. Et les armures anti-corrosion pour les environnements acides arriveront aussi plus tard. Les missions Inside Star Citizen de jeudi présentaient les progrès de la mise à jour 3.9. À partir de la mise à jour 3.9, il sera possible d'acheter des accessoires consommables pour le laser des vaisseaux de minage. Ces objets pourront être achetés dans une boutique comme Dumper Depot et devront être équipés sur le laser de minage de votre vaisseau quand ça sera possible. Une fois équipé, le laser de votre vaisseau aura une apparence un peu différente, un bruit différent, des effets visuels différents et permettra un forage un peu différent. Certains de ces accessoires influeront sur la stabilité de la roche forée, sa résistance, la durée du forage, la quantité de minerais endommagés dans le processus, etc. Ils auront tous leurs qualités et leurs inconvénients et seront plus ou moins adaptés selon les situations. Plusieurs de ces accessoires pourront être utilisés en même temps sur le même laser de forage si celui-ci a assez d'emplacement. Sur le môle du constructeur Argo, qui a 3 lasers de forage, chaque laser aura 3 emplacements pour ce genre d'accessoires. Ce qui fait qu'un petit groupe de joueurs bien organisé, qui aura un gros stock d'accessoires consommables, pourra faire face à beaucoup de situations de minage différentes et optimiser son rendement en jouant sur des combinaisons d'accessoires différents selon les situations et leur objectif. La seconde partie de l'émission présentait l'avancement du Prowler, un vaisseau de débarquement Tevarin. La salle principale du vaisseau, la salle de débarquement, permettra d'accueillir 12 passagers. La sortie se fera par 8 portes latérales, 4 de chaque côté du vaisseau, avec des emplacements de stockage d'armes entre chaque porte. Ces portes seront dotées de boucliers permettant d'empêcher l'air du vaisseau de sortir, car il n'y a pas la place pour avoir un sas devant chaque porte. Même chose pour la porte arrière du vaisseau qui donnera sur une rampe, elle aura aussi le même genre de barrière. Passer par cette rampe sera d'ailleurs nécessaire pour embarquer dans le Prowler. On ne pourra pas entrer par les portes latérales du vaisseau parce qu'elles seront visiblement en hauteur à plusieurs mètres du sol. Pour des Tevarines, ça va peut-être, mais pour des humains, ça risque de donner des débarquements un peu douloureux. Le cockpit du Prowler sera sur 2 étages. L'étage du bas accueillera le copilote et 4 autres sièges passagers, tandis que l'étage du haut accueillera le siège du pilote et les emplacements des composants. Et la grande nouveauté de ce vaisseau, ce sont justement ces cockpits qui n'en sont pas vraiment. Ce vaisseau a été conçu pour être extrêmement blindé, à tel point qu'il n'a pas de verrière dans ses 2 cockpits. Et pour que l'équipage et les pilotes puissent voir dehors, tout est retranscrit sur des écrans. On ne sait pas encore comment tout ça va réagir aux EMP, ça risque d'être rigolo, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'une variante du Vanguard était initialement prévue pour avoir quelque chose de similaire, donc on aura peut-être une petite mise à jour de ce vaisseau à l'avenir. On a pu voir du coup un peu à quoi ressemblera l'esthétique Tevarin, et je crois que ça a vraiment fait l'unanimité auprès des joueurs. Le long du vaisseau, par le plafond, une lumière claire sera diffusée entre des barres de métal placées de façon totalement irrégulière. Les sièges passagers dans la salle de débarquement sont aussi fixés au plafond via une structure en métal à la forme assez chaotique, ce qui donne des formes et des ombres qui évoquent évidemment les arbres, sauf que des sources de lumière rouge illuminent en même temps le sol depuis les murs, ce qui donne l'impression d'être dans une forêt de métal rouge. Après, le vaisseau n'aura probablement pas cet éclairage tout le temps. Ils ont précisé que c'est l'éclairage du vaisseau lorsqu'il n'est pas démarré, et lorsqu'il l'est ou qu'il est endommagé, son éclairage ne sera pas le même. J'espère pas trop quand même, parce que personnellement, je l'aime beaucoup comme ça. Vendredi, l'émission Calling All Devs remplaçait exceptionnellement l'émission Star Citizen Live pour répondre aux questions des backers, et pas sur n'importe quel sujet, puisqu'on a eu 39 minutes de réponse aux questions les plus votées sur le Spectrum, sur Squadron 42. On va commencer par le plus important. Selon Brian Chambers, Tyler Whitkin, Nick Helms, Francesco Roccucci et Nathan Dursley, qui ont tous été contactés durant cette émission,
La progression de Squadron 42 continue, le développement du jeu n'est pas à l'arrêt. Si la roadmap sur le site de CIG ne reflète pas ces progressions, c'est majoritairement pour deux raisons. Lorsqu'ils ont décidé de mettre en ligne la roadmap de Squadron 42, ils ont décidé de présenter leur progrès avec une barre de progression qui indiquerait le progrès sous forme de pourcentage sur chaque fonctionnalité, et les progrès sur chaque chapitre avec une barre de progression en 5 étapes. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça n'est plus adapté pour présenter le progrès réalisé réellement, et ce moment, on y est. Ils sont arrivés à un stade où ils travaillent sur des technologies, des personnages, des animations, des algorithmes, des mécaniques, plein de trucs qui sont communs à de nombreux chapitres et à plusieurs fonctionnalités. De nombreux sujets, vitals, critiques, bloquants, mais pas nécessairement bloqués, qui doivent avancer pour que le reste des sujets avance et que le progrès soit constatable sur la roadmap. Brian Chambers explique que, en théorie, s'ils gardent la même roadmap, à un moment, lorsque certains points bloquants seront achevés, de nombreux progrès seront rapportés sur différents sujets de la roadmap d'un seul coup. Comme par exemple, plusieurs chapitres qui avanceraient tous massivement d'un seul coup en une semaine, alors qu'en réalité, il aura fallu des semaines de travail préparatoire en amont. Donc, ils vont essayer de régler ça avec une roadmap présentée un peu différemment, mais ils ont quand même un autre problème. Comme ils l'ont dit, la roadmap n'est pas représentative des progrès réalisés, parce qu'il y a d'autres progrès sous-jacents réalisés en coulisses. Sauf que s'ils commencent à dévoiler ces progrès sous-jacents, ils vont dévoiler des éléments du jeu qui risqueraient de nous gâcher la surprise de la découverte. Ils font des réunions chaque semaine pour Squadron 42 et chaque semaine, Chris Roberts, les responsables des différents studios et les différents chefs d'équipe constatent tous qu'il y a beaucoup de progrès très encourageants qui sont réalisés. Nathan Dursley estime même qu'il commence à entrer dans cette phase du développement où les progrès font boule de neige et s'accélèrent. Mais chaque semaine, ou bien c'est des choses qui ne font pas avancer la roadmap visuellement parce que c'est des petits morceaux de quelque chose de plus gros, ou bien ils se disent ce personnage, ce lieu, cette tenue, ce vaisseau, cet objet, on peut juste pas le montrer parce que si on montre ça, puis ça, et puis ça, et puis ça aussi, petit à petit au fil des mois, ça va dévoiler l'intégralité du jeu et il n'y aura plus aucune surprise pour les joueurs. Par exemple, en décembre 2019, on a eu une bande-annonce de Squadron 42 qui durait à peu près 4 minutes. Et bien à la base, cette vidéo en faisait plus de 10, avec un paquet de contenu en plus, notamment des bouts de cinématiques. Chris Roberts a beaucoup aimé, il a estimé qu'il devait montrer ce genre de choses à la communauté, et puis en y regardant de plus près, ils en ont enlevé plus de la moitié. Donc, pour résumer, ils prétendent que le jeu avance vraiment bien, ils reconnaissent que leur façon de présenter leur progrès n'a plus aucun sens dans l'état actuel des choses, ils vont essayer de trouver une solution pour présenter leur progrès sans trop nous spoiler, et ils sont ouverts à toute suggestion. Des sessions de questions-réponses consacrées à Squadron 42 auront lieu sur le Spectrum, ils consacreront certains épisodes d'Inside Star Citizen à Squadron 42, et peut-être aussi d'autres épisodes de Calling All Devs dans quelques semaines. À part ça, Nick Helms a rappelé que Squadron 42 et Star Citizen partagent une base commune et que l'état de beaucoup de choses dans l'univers persistant actuellement est identique à ce qui est déjà dans Squadron 42. Un des principaux sujets du développement de Squadron 42 actuellement, c'est sa gestion un peu particulière des cinématiques entre guillemets. Si j'ai bien compris, parce que j'en suis pas sûr, il semblerait que les développeurs soient en train d'essayer de faire disparaître la frontière qu'il y a habituellement entre les phases de gameplay et les cinématiques. Les phases de jeu qui sont habituellement abordées comme une scène cinématique, avec votre personnage visible à l'écran que vous ne pouvez pas contrôler jusqu'à la fin de la scène et vous en spectateur de tout ça, et bah si j'ai bien compris, il va être possible de choisir et d'aborder ces séquences sous forme de situation de jeu classique, c'est-à-dire à la première personne avec le contrôle du personnage. L'immersion sera renforcée, déjà parce que vous serez à la première personne, mais aussi parce que vous pourrez vous déplacer comme d'habitude dans l'environnement, mais avec les personnages qui discuteront ou agiront autour de vous pour faire avancer l'intrigue comme dans une scène cinématique. Donc, au cours d'une discussion importante avec un personnage important pour faire avancer l'intrigue, si j'ai bien compris, vous pourrez vous déplacer et vous barrer de la conversation et revenir plus tard. Et ça sera branché à l'intelligence artificielle des personnages. Il y a des personnages qui n'apprécieront pas forcément ce genre d'attitude et qui vous le feront savoir, le tout pour renforcer encore plus l'immersion. On avait déjà commencé à en entendre parler dans certains rapports mensuels, et il me semble en avoir entendu parler dans les commentaires audio de la présentation du gameplay de Squadron 42 en 2017. La séquence de décollage depuis l'Idris, c'est pas une scène cinématique préenregistrée, c'est la caméra qui se promène comme dans une cinématique autour de l'équipage de l'Idris qui fait vraiment tout ça. Libre à vous après de vivre la séquence en mode cinématique comme ceci ou en mode subjectif immobile depuis votre cockpit.
Et si j'ai bien compris, j'imagine que pour d'autres scènes, ça sera pareil. La scène du briefing dans l'Idris avec l'amiral White, je pense que ou bien vous pouvez rester en mode cinématique avec aucune liberté, une immersion réduite, mais vous restez dans les clous, ou bien vous passez en mode subjectif, et là vous pouvez tout aussi bien faire le briefing avec l'amiral normalement et discuter avec lui, que vous barrer pendant le briefing et passer pour quelqu'un d'irrespectueux. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, et si c'est bien fait, ça peut donner un niveau d'immersion assez inédit dans un jeu vidéo. Et aussi, en fonction du point de vue abordé pendant ces scènes, du comportement que vous aurez en mode subjectif, et Nick Helms a aussi précisé parfois en fonction du sexe de votre personnage, l'opinion que les PNJ auront de vous pourra être différente, et ça pourra faire varier leurs répliques, leur attitude et leurs décisions à votre égard, donc ça donnera une certaine rejouabilité au jeu. Ensuite, Francesco Roccucci a réexpliqué brièvement que s'il consacre autant d'efforts au comportement des barman, c'est parce que c'est une activité complexe mais assez générique qui, une fois développée, va permettre de développer plus facilement le comportement de beaucoup d'autres PNJ dans Squadron 42 et l'univers persistant, comme par exemple l'interaction des PNJ avec plusieurs objets à la fois ou l'opinion des PNJ envers le joueur. Et enfin, Nathan Dursley a révélé qu'ils ont réalisé une phase de test avec Chris Roberts qui a duré 6 heures, durant lesquelles le jeu a craché une fois, mais durant lesquelles énormément de choses fonctionnaient comme prévu, notamment l'Idris, les PNJ, leurs conversations, etc. On a pu voir quelques images d'une station abandonnée sur laquelle il travaille, et il a dit, alors qu'il n'avait pas vraiment le droit de le dire, qu'ils ont beaucoup de choses à nous montrer à la fin de l'année sur Squadron 42, sans préciser si ça sera à la CitizenCon ou à Noël. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap de Star Citizen. L'environnement de la prison et ses missions sont presque terminés, la ville de New Babbage aussi, on a un gros progrès sur le Prowler d'Hesperia, et la mise à jour 3.9 est disponible pour les Evocati. C'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.